action. Bonjour, je suis Marie Lamouille-Hébert. Donc je travaille à France Nature Environnement et je suis doctorante avec INRAE, Riverly et le Cartel avec Thibaut Datry et Florent Artaud. Et ma thèse porte sur l'écologie et la gestion des zones humides d'altitude dans un contexte de changement climatique. Donc la thèse SIMAE est un projet qui s'étend sur 4 années, donc qui a commencé en janvier 2021 et qui se finira en décembre 2024. Et donc c'est un projet qui traite des zones humides d'altitude puisqu'elles sont sentinelles du changement climatique. Ce sont des zones sur lesquelles on va mieux percevoir les enjeux du changement climatique puisqu'on a moins de pression humaine sur ces zones. Et donc on va aller là-haut l'été quand il n'y aura pas de neige pour mettre en place les différents protocoles. Donc ce projet s'articule sur 3 axes de recherche. On s'est rendu compte qu'on avait une très mauvaise connaissance des zones humides d'altitude, de leur localisation, de leur répartition et que du coup il était plus difficile de les préserver puisqu'elles étaient mal connues. Donc le premier axe de recherche concerne la localisation et la caractérisation des zones humides d'altitude. Le deuxième axe de recherche va concerner la caractérisation des présences ou absences de différentes communautés biologiques d'altitude. Donc on s'est rendu compte au travers de différentes études que l'hydrologie, donc la présence d'eau, la connectivité des zones ou la température de l'eau pouvaient avoir des influences sur la présence ou l'absence des espèces. Et donc cet axe, il va se développer en particulier sur la Haute-Savoie, sur 70 sites, et on regardera les effets de différentes variables sur ces espèces. Le troisième axe, il concerne l'ensemble du Jura, des Alpes et des Pyrénées. Et là, on va avoir une modélisation de la présence des espèces à l'heure actuelle et dans le futur. Et l'idée, c'est de modéliser leur distribution pour pouvoir prédire les impacts et les effets du changement climatique, pour pouvoir améliorer et restaurer les habitats de ces différentes espèces. Donc on va travailler sur 3 groupes, les odonates, les amphibiens et les plantes aquatiques. Et comme ce sont des espèces sur lesquelles on va travailler qui sont plutôt spécialistes d'altitude pour certaines, on va avoir une étendue du projet qui sera et sur le Jura, et sur les Alpes, et sur les Pyrénées, pour avoir une bonne représentation de leur distribution, ne pas se limiter à juste une partie de leur aire de distribution. Et donc cela, ça nous permettra d'avoir une bonne vision globale. Donc on sera au-dessus de la limite des arbres et en dessous de la limite de la neige. Donc on va vous présenter maintenant le protocole et qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre en place les actions SIMAE sur vos territoires. Donc tout ce que l'on va vous présenter dans le cadre de cette vidéo sera dans un guide que vous pourrez retrouver ultérieurement. On vous expliquera comment et où. Donc on va tout d'abord vous présenter qu'est-ce qu'on fait, introduire finalement les plans d'échantillonnage et pourquoi on a choisi tel ou tel site pour aller déployer le protocole. Ensuite, on va vous présenter qu'est-ce qu'il faut faire avant la sortie. Après, on va vous dire sur place comment on fait le protocole et quels sont les outils. Donc ça, on le fera un autre jour dans la vidéo. Et en troisième point, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du terrain et qu'on arrive au bureau pour transmettre les informations. Donc on va vous montrer comment on peut accéder aux différents éléments du projet SIMAE. Donc en allant sur le site internet du projet, vous allez trouver différentes ressources. Donc sur ce site, il y a entre autres la plaquette de présentation du projet que vous pouvez transmettre à l'élu de la commune ou aux différents acteurs du territoire pour leur présenter sur quoi vous travaillez. Et puis ça vous permettra d'accéder à un espace ressources dans lequel vous retrouverez le guide, les feuilles de terrain et les feuilles de saisie. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore parlé des zones humides. En fait, ce sont des petites pièces d'eau qui vont être moins profondes que 2 mètres, plus petites que 2 hectares et avoir de l'eau permanente ou temporaire tout au long de l'année. Donc ces zones humides que l'on va étudier, on va les étudier comme on a vu sur le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Donc cette première image que vous voyez, on voit le Jura et les Alpes. Donc la partie qui est en turquoise, c'est l'ensemble du territoire d'étude. Et vous pouvez voir 2 types de points, des points jaunes et des points bleus. Les points jaunes, ce sont les secteurs ou les vallées sur lesquels iront les bénévoles naturalistes. Et les points bleus, c'est là où iront les structures
professionnels qui mettent à disposition des moyens humains pour aller sur le terrain pour déployer le protocole. En tout, on va être avec environ 230 vallées potentielles qui seront prospectées entre 2021 et 2022. Et dans chacune des vallées, il y aura de 1 à 8 zones humides qui seront échantillonnées. Donc les points bleus, ils ont été choisis avec les structures des espaces naturels protégés ou des gestionnaires d'espaces naturels. Donc on les a choisis, on a visé l'exhaustivité des vallées dans lesquelles il y a des zones humides. Et les points jaunes, ça a été un tirage aléatoire de sites pour ne pas avoir un biais lié à l'échantillonneur ou à l'observateur. Et donc ce qui permettra derrière de pouvoir faire des analyses statistiques et avoir une bonne vision de la distribution des espèces. Donc avant d'aller sur le terrain, il faudra bien préparer vos cartes, savoir où vous allez vous garer, mais aussi vérifier qu'il n'y aura pas un orage, des problèmes d'un point de vue de la météo, et aussi prévenir quelqu'un que vous allez aller sur le terrain. Et le soir, vous préviendrez également que vous êtes rentré. Donc vous dites bien à quelqu'un là où vous êtes, quand est-ce que vous partez et quand est-ce que vous pensez revenir. Parce qu'on n'est pas toujours joignable en montagne. Donc on va vous présenter maintenant le matériel nécessaire à préparer avant d'aller sur le terrain qui va nous servir. Vous allez pouvoir voir sur la photo la plupart du matériel que l'on a estimé important à emporter. Donc il y a l'appareil photo, le fil à odonate, la loupe botanique, la montre, le GPS, la boîte pour les exuvies, les jumelles, les cartes du secteur dont je vous ai déjà parlé, du papier pour faire des étiquettes à glisser dans les boîtes à exuvies où on mettra le nom de l'observateur, la zone sur laquelle on est, la date à laquelle on a pris l'échantillon. Il faudra prendre le guide, les feuilles de saisie, un bâton pour faire une mesure de la profondeur et pouvoir réaliser les quadras. Donc ça peut être un bâton ou ça peut être un mètre pliable, ça peut être ce que vous voulez. On prendra aussi des chaussures pour pouvoir aller dans l'eau. On a mis des exemples sur la photo. Et si vous allez sur différentes vallées, pensez bien à vous désinfecter pour pas transporter des pathogènes qui pourraient avoir des impacts sur les communautés, en particulier d'amphibiens des différentes mares. Et donc ce qu'on propose dans ce protocole, c'est de prendre du gel hydroalcoolique dilué. Maintenant qu'on vous a présenté tout le matériel nécessaire pour aller sur le terrain et pour préparer sa sortie, on va vous présenter comment on applique le protocole en montagne sur les zones humides. Hop, donc quand on arrive, on pose le sac au bord de la pièce d'eau pour se faire un repère. Donc du coup, avec la carte que l'on a faite au bureau ou chez soi, donc on a identifié le secteur et on a identifié les différentes zones potentielles qui pourraient être intéressantes, sachant qu'il y en a qui ne sont pas localisées, donc on peut aller sur certaines qui ne sont pas localisées. Quand tu arrives, tu as plusieurs options. Soit tu connais le terrain, et là, bah voilà, tu sais comment faire, comment t'organiser, et tu sais comment. Voilà. Si tu ne connais pas le terrain, moi ce que je conseille, c'est soit d'aller au plus haut du terrain pour avoir une vision globale sur les zones humides, soit d'aller au plus loin pour avoir réussi à passer tous les endroits potentiels qui pourraient être intéressants et pouvoir s'être fait une idée des 1 à 8 zones humides que l'on va échantillonner. Donc du coup, quand on arrive, on a nos feuilles de terrain, on va commencer par noter le nom du site. Le nom du site, ça va être SIMAE. Si on fait de la science participative, ça va être SP. Et derrière, on va mettre ses initiales, donc pour moi MLH, Marie Lamouille Hébert, et mon département, 74, puis le numéro, donc ça va être le premier site que je vais faire moi, et on va petit à petit rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'ensemble de nos sessions de terrain en 2021 et 2022. Et le site gardera le nom pour le premier et le deuxième passage, il aura toujours le même nom. Donc ça c'était pour les sciences participatives. Pour ce qui est pour les espaces naturels protégés, on va mettre les initiales de l'espace naturel protégé. Par exemple, pour moi, les réserves naturelles de Haute-Savoie, au lieu de mettre SIMAE SP, blablabla, comme pour les sciences participatives, on mettra SIMAE RNN 74 et puis la même chose derrière, l'observateur et le numéro. Pour ce qui est des parcs naturels nationaux, par exemple, ça va être PNM pour le parc naturel du Mercantour, etc. Donc pour les coordonnées du site, on a une partie référentielle et puis on a les parties X, Y et altitude. Donc du coup, là, c'est soit on va le faire sur place parce qu'on a les moyens pour le faire, donc soit une application sur smartphone qui localise le point, soit on prend des photos et les photos sont géoréférencées avec notre appareil photo et ça, on pourra le remplir sans problème au bureau et pas sur place. Soit donc on a un GPS et on fait, par exemple sur ce modèle-là, on va faire marquer waypoint, on va faire chick, ça c'est le bruit chick.
Et derrière, on a le XY que l'on va noter. Là où c'est hyper important, c'est de bien noter le référentiel de projection du point, c'est-à-dire quel que soit l'outil qu'on va utiliser pour noter le XY, il faut qu'on ait le référentiel des points. Et pour l'altitude, c'est pareil, soit on l'a sur le GPS, soit on l'a parce qu'on se balade avec un altimètre, ça il y en a plein qui se baladent avec des altimètres, soit on reprendra ce qui est sur la carte IGN. Ensuite, il y a l'histoire des photos sur la feuille. Pour les photos, c'est que ce qu'il faut faire, alors moi ce que je préconise, mais tout le monde fera comme il veut, c'est de faire entre chacun des sites que l'on va visiter une photo de la feuille dans laquelle on aura déjà mis le nom, la date, etc. Et du coup, on fait une photo de notre feuille de terrain, on prend nos photos, et donc quand on changera de site, on fera une photo de ça. Comme ça, on sait bien quelles photos appartiennent à quel site. Et derrière, eh ben, on verra plus tard, mais c'est ça que vous m'enverrez, renommé avec le nom du site qu'on a déjà vu ensemble, par gros fichier, et que moi je classerai proprement au bureau. Donc toujours sur ce protocole que l'on met en place en arrivant tout de suite sur le site. Donc après avoir décrit le site quand on arrive, d'avoir écrit les conditions climatiques, on passe à la description du site en tant que tel, donc sur la partie basse de la feuille de terrain. Donc là, on va noter l'alimentation principale du site, uniquement. Donc on va cocher une seule case. Pour le substrat au fond du site, on va noter tous les substrats que l'on observe. Et sur la ligne du dessus, on notera les pourcentages de chacun des substrats. Quand on saisira les données sur le tableau Excel à la fin, on mettra par substrat le plus important jusqu'au substrat où on a le moins. Donc dans l'ordre décroissant. Ouais. C'est-à-dire ceux où on a le plus de pourcentage jusqu'à celui où il y en a le moins. Et on s'arrêtera a priori sur 3 substrats. Ensuite, on note la présence de poissons ou l'absence de poissons. Et on arrive à la mesure de la surface en eau du site. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc on voit sur la feuille de terrain, c'est soit on va le mesurer sur place, et donc on le mesurera au GPS ou à l'œil. Donc là, ça veut dire par exemple avec l'exemple que l'on a ici, donc là par exemple ce plan d'eau, on se dit parce qu'on le sait un peu, parce qu'on triche un peu, il fait un peu moins de 2 hectares. Voilà, mais c'est au feeling quoi, c'est un peu ce qu'on a comme impression. Donc on peut faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va l'estimer à l'œil. Après, l'idéal c'est de prendre pour ceux qui ont un GPS, c'est de prendre le GPS et de faire la fonction qui s'appelle calcul de surface, calcul de zone. Donc on va sur calcul de zone, on clique sur démarrer et on fait le tour de la zone, on s'arrête, on reclique, on a la surface. Après, y en a qui peuvent faire au nombre de pas, voilà. Et après, donc ça c'est quand on a une mesure sur place. Et après, si on peut aussi partir sur une mesure au bureau ou en rentrant sur une carto. Dans tous les cas, il sera important, si possible, de faire quand même une mesure sur place parce qu'on va avoir au deuxième passage, on aura de nouveau la mesure de la surface. Et ce qui nous intéresse, c'est la variation de cette surface. Et puis après, donc, on va faire la profondeur de l'eau. Donc la profondeur de l'eau, on va avoir différentes méthodes, encore une fois. Donc soit on a le bâton qui va nous permettre, en allant dans l'eau, on a une pièce d'eau qui ne fait pas cette taille-là. Et donc on a le bâton, on peut arriver à atteindre le milieu de la pièce d'eau, ou en tout cas l'endroit le plus profond. On peut faire avec un bâton pour voir si on peut nous y aller à l'endroit le plus profond, c'est que ça ne va pas être très profond. Donc avec le bâton, on peut voir la profondeur de la pièce d'eau. Après, on peut se retrouver dans une situation comme celle-ci, ou même avec des sites plus petits. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop la profondeur maximale de la pièce d'eau et on peut difficilement réellement la mesurer. Quel que soit notre système, même si on a une ficelle que l'on envoie, etc., on n'aura jamais la certitude que c'est la pièce d'eau, la profondeur exacte. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on aura une profondeur exacte, c'est-à-dire j'ai mesuré et comment j'ai mesuré. Et donc on dit, bah voilà, j'ai mesuré comme ça et on coche. Soit on fait un supérieur à, c'est-à-dire moi, avec ma vision des choses, la possibilité que j'ai de m'enfoncer dans le milieu, et je suis limitée et j'y peux rien, c'est comme ça. Quel que soit le
le système, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre des waders, ils prennent des waders, des cuissardes, etc., ils seront limités et ça ira très bien comme ça. Et donc ils disent, bah, moi, le maximum que j'ai vu, c'est supérieur à 1 mètre. Et on s'arrête là. Du coup, pour ce qui est surface de l'eau et toutes les questions qui vont être liées au substrat ou à la description quand c'est dans l'eau, on va se déplacer. Donc là, on n'aura pas de roselière, hein, c'est vraiment pas un exemple très explicite. On va se déplacer jusqu'à là où on a les pieds dans l'eau. Et donc la surface de la pièce d'eau, ça va être toute la partie intégrée avec de l'eau visible. Ensuite, donc, on a parlé donc, de la transparence de l'eau. Ça va être je vois le fond, je ne vois pas le fond, ou je le vois mais pas bien. Ok, donc on en est sur la présence de végétation. Donc là, je suis dans l'eau, donc je suis bien dans ce que je vais étudier. Donc là, on pose la question, est-ce qu'il y a de la présence de végétation sur la pièce d'eau? Je suis dans la partie où quand je marche, il y a de l'eau et de l'eau visible autour de moi. Donc il y a bien de la végétation sur la pièce d'eau. Est-ce qu'il y en a sur les berges? Donc là, on voit bien qu'il y a de la végétation sur les berges. Et est-ce que dans l'environnement autour, j'ai de la végétation? On est dans un cas où, oui, il y a de la végétation autour. Et donc ensuite, comme le système du substrat, sur la ligne du dessous, on a le pourcentage de végétation. Donc, par exemple, sur la pièce d'eau, là, on se rend compte que, bon, alors on aura fait le tour parce qu'on aura mesuré la surface avant, donc on aura une meilleure idée que là, quand on est en train de parler et qu'on fait semblant pour la formation. Donc, par exemple, sur la pièce d'eau, ici, on voit bien que la plupart de la pièce d'eau n'a pas de végétation, que c'est uniquement sur le bord, donc on pourrait dire comme ça, au doigt mouillé, parce qu'on n'a pas fait le tour, etc., mais on le fera mieux quand on sera sur le terrain, on pourra dire bah, c'est à peu près 10-15%, en étant un peu large, quoi. Donc 10%. Mais bon, on le fera mieux parce qu'on ira voir correctement. Sur les berges, bah là on dira 100%, puisque 100% des berges sont végétalisées. Et dans l'environnement autour, bah là, typiquement, il n'y aurait pas l'autoroute ou il n'y aurait pas les constructions qui sont autour de nous à l'heure actuelle, on serait du 100% végétal. Ensuite, il y a la présence de la végétation, d'une ceinture de végétation. Donc une ceinture de végétation, c'est entre la zone où je suis sur la terre et il n'y a pas d'eau. Donc je rentre dans l'eau et là je suis au début de ma surface en eau. Et je me retourne et je regarde est-ce que j'ai de la végétation qui ferait une ceinture. Là on est typiquement dans le cas d'une pièce d'eau sur laquelle on a une ceinture de végétation. Donc j'ai bien une ceinture de végétation, oui. Est-ce que la ceinture fait le tour de la pièce d'eau? Donc là on aura fait le tour de la pièce d'eau. Et on saura si elle fait vraiment ou pas le tour de la pièce d'eau. Dans notre cas, on pourrait dire que non, qu'il y a des zones qui sont boisées, donc la ceinture ne fait pas le tour de la pièce d'eau. Donc on se dit, quelle est ma largeur moyenne de ceinture? Donc là, on aura fait le tour, bien entendu. On peut se dire que la largeur moyenne, elle est à peu près de 3 mètres. Donc on note 3 mètres. Et puis, le pourcentage du périmètre occupé par la ceinture, ça va être, est-ce que tout le tour est occupé par la ceinture ou un certain pourcentage du tour? Et donc là, on pourrait se dire, bah, y a à peu près un quart, 20% qui n'a pas de ceinture. Donc il y a 80% de ma pièce d'eau qui présente une ceinture de moyenne en largeur d'environ 3 mètres. Donc là, on va passer à la partie de la description du site qui est sur les pressions qu'il peut y avoir sur le site que l'on étudie. Donc des pressions extérieures qui pourraient avoir des impacts sur les communautés que la zone abrite. Donc on a la question de est-ce qu'il y a de la présence d'algues filamenteuses ou des signes d'eutrophisation. Donc ça veut dire est-ce qu'on va avoir ça qui est observé sur le site. Donc là on met oui, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du piétinement? Et s'il y a du piétinement, on va noter le pourcentage de berges qui est dégradé. Donc combien de pourcentage du tour sur les berges on a du piétinement. Ensuite, quelle est la source potentielle de ce piétinement? Donc est-ce que c'est animal sauvage, animal domestique, humaine ou on ne sait pas. Ensuite, on va voir par rapport aux personnes qui peuvent, à la fréquentation du site, on peut avoir la proximité d'un sentier dans les 100 mètres ou pas, donc oui, non.
Est-ce qu'un sentier passe très près? Parce qu'il arrive qu'il y ait des sentiers qui passent carrément dans les zones. Donc on veut savoir si le sentier il passe très près, sur les berges ou dans l'eau. Et puis est-ce qu'il y a des présences de déchets, donc des vrais déchets, je ne sais pas, des restes de pique-nique, des restes de repas, ou des déjections animales, humaines, tout ce qu'on veut. Et est-ce qu'elles sont situées, donc les déjections ou les déchets, donc est-ce qu'ils sont situés sur les berges ou dans l'eau? Ok, donc là on a fait le protocole de description du milieu, qui était la première page de la feuille de terrain. Et là on va passer à l'aspect détection des espèces. Donc on va commencer par rechercher les amphibiens et les exuvies. Donc là on va pas forcément dans l'eau, on est vraiment sur le bord de la pièce d'eau et on va essayer de détecter les espèces. Donc on va être regardé dans une dimension, on est vers le bas, c'est-à-dire qu'on regarde vers le bas les espèces. Donc est-ce qu'on voit des exuvies? Je vais vous montrer ce que c'est des exuvies. Une des exuvies, des espèces qu'on va voir sur le terrain en altitude, c'est Echna juncea par exemple pour les odonates. Et donc ça ressemble à ça, une exuvie. Et on les trouve sur les tiges des végétations ou on va les trouver sur le support du sol. On va, en même temps qu'on cherche les exuvies, on va regarder est-ce qu'il y a des amphibiens. Et à ce moment-là, on notera ces espèces. Il est possible que l'on trouve des espèces qui sont en émergence de libellules. Et donc à ce moment-là, on peut attendre que l'espèce ait bien émergé, lui piquer son exuvie pour la déterminer a posteriori. Et après, quand on aura fait ce passage-là, donc exuvie, amphibien, on ira chercher les adultes de libellules. Quand on va capturer les espèces de libellules, on va surtout pas capturer les espèces qui sont en train d'émerger, qui ont les ailes brillantes, qui sont immatures du coup, on appelle ça immature, ou des espèces en comportement de reproduction, donc des cœurs de reproduction, des tandems. Donc là, le filet pour les odonates, donc il est fait en 3 parties. On peut acheter chacune des parties sur un site si on ne l'a pas. Donc nous, on conseille le site Entomosylex sans avoir des actions. C'est juste parce qu'il est bien, ils sont rapides et ils sont efficaces. On le monte nous-mêmes, on a chacune des parties qui nous est livrée, le manche, le cerceau et le filet. Ensuite, comment on s'en sert? On a notre filet, donc je le fais au ralenti, on va attraper une espèce qui est par exemple ici, on ne va pas y aller de façon brutale puisque l'espèce peut nous voir. Donc au ralenti, on fait comme ça, on attrape l'espèce, quand on sait qu'elle est dedans, on ferme, elle est ici et donc à ce moment-là, on va aller l'attraper. Donc là, on a fait le geste, on a bloqué la poche et on a attrapé quelque chose. Donc pour l'attraper, on garde la poche fermée, on glisse la main dans la poche et on va attraper l'espèce par ses ailes. Et donc on la sort et donc là on a l'espèce, qu'on a attrapée par les ailes et on va pouvoir la déterminer. Quand on a identifié ou récolté les espèces d'amphibiens ou les exuvies d'odonates, et qu'on a fait les adultes, après, et seulement après, on va aller sur les quadras de flore. Puisque sinon, le milieu il va être tout chamboulé, tout turbide, et on ne verra pas s'il y a des amphibiens au fond. Donc là, on a les 2 mètres de largeur, on est au bord de l'eau, donc on va les dessiner. On va chercher les plantes, ok. Et ensuite, on va refaire le mètre. Et donc là, et pareil en face. Tu viens de faire en face. Toi, tu es un figurant hors pair. Et donc là, on a bien nos 2 mètres carrés. Et donc, on va déterminer les espèces. Donc maintenant qu'on a fait la sortie sur le terrain et qu'on a récolté toutes les informations sur la fiche de terrain et qu'on a fait différentes photos, on va saisir les données sur un tableau Excel qui se situe là. Et puis on va envoyer les photos par un système de téléchargement ou d'envoi par internet qu'on enverra à Marie avec un tutoriel que vous allez trouver sur le site de Simae dans l'espace ressources. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si vous avez
n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer un mail à marie.lamouille-hébert@inrae.fr. Je vous rappelle que vous retrouverez sur le site internet de Simae l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés, donc le guide qui décrit le projet, mais aussi les différents protocoles, ainsi que les clés d'identification simplifiées pour les différentes espèces. Vous trouverez aussi la feuille de terrain pour noter et collecter les données, et aussi les outils de saisie Excel quand vous rentrerez au bureau, et les informations et tutoriels pour nous envoyer vos photos et toutes les informations. Donc merci à tous pour le terrain que vous allez faire cette année, parce que le projet peut avoir lieu grâce à vous, grâce à votre implication sur le terrain. Donc cette année et puis l'année prochaine, si vous le voulez. Donc merci à tous ces bénévoles qui sont dans les réseaux naturalistes, donc au groupe Saint-Pétrum en particulier, mais aussi à tous les réseaux naturalistes, aux différentes structures, que ce soit les parcs naturels nationaux, les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales ou les parcs naturels régionaux qui se sont investis, mais aussi les associations de protection de la nature, comme les conservatoires ou l'OPI, qui s'investissent et pour le terrain et pour l'aide et le relais aux identifications et aux déterminations des espèces. Et je remercie également tous les partenaires techniques qui m'appuient sur ce projet et bien entendu les partenaires financiers, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de Haute-Savoie, l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et le groupe Saint-Pétrum qui nous apporte également un soutien financier. Et j'oubliais les stars de la vidéo, par là je crois, Philippine et Zoé. Merci à tous.